Excusez-nous, on a toujours 2 petits Donc, je suis revenu. Est-ce que vous avez le support sous les yeux ou pas? Ou ça ne pas encore. d'accord. Je reprends le partage pour que ça revienne. Et maintenant, est-ce que vous avez le support sous les yeux? Il charge. Oui, D'accord, c'est super. parfait. Donc Bon merci. webinaire à toutes et Merci, tous. merci de ton introduction, Catherine. Donc je suis particulièrement heureux et je vous remercie, d'être présent avec nous pour ce webinaire qui porte donc sur les droits d'opposition, suivant les élections bien sûr municipales et communautaires de 2026. Donc voilà, j'espère que ce webinaire pourra vous servir finalement, que vous soyez un élu de la majorité, soucieux de sécuriser la légalité de vos procédures, un élu de l'opposition, désireux de connaître les prérogatives qui sont attachées à votre mandat, ou un agent public qui souhaite connaître les fonctionnements de l'Assemblée. Donc nous allons aborder le sommaire et ce qui sera évoqué aujourd'hui lors de ce webinaire et que vous pourrez retrouver dans le support. La première partie, en premier lieu, il faudra s'attacher à qualifier l'opposition municipale. Donc on le verra, ce n'est pas si simple que cela et surtout c'est quelque chose d'assez important par définition pour savoir de qui on parle lorsque l'on évoque l'opposition, et nous verrons que la frontière entre majorité et minorité municipale n'est pas toujours aussi simple qu'au soir du scrutin finalement et au dévoilement des résultats de l'élection. Par ailleurs, dans un deuxième temps, nous analyserons le pluralisme au sein des instances de gouvernance, notamment, la question de la règle de la proportionnalité dans les instances, dans les commissions finalement. Donc nous verrons ici que là encore, il y a des applications qui ne sont pas toujours évidentes, qui ne sont pas toujours binaires sur ce point, un sujet que l'on évoquera. Et on aura également, le gros du chapitre finalement qui nous attend ici, ce sont bien sûr les garanties conférées par la loi à l'opposition. Donc notamment au cours de la vie du conseil, du nouveau mandat, donc cela va finalement des délais de convocation, au droit d'initiative, à la communication des documents, et bien sûr au support, de communication et au droit d'expression des supports, ce qui sera notre quatrième partie, donc droit d'expression dans les supports de communication extérieure, qu'ils soient papier et numérique. Donc, voici le sommaire qui nous attend ici. Et au préalable, avant d'entamer la première partie, j'ai voulu vous présenter des exemples de questions posées au service. Donc, à titre liminaire, préalable, ce ne sont que des exemples, donc vous n'êtes pas cadré finalement par ces questions. Vous pouvez bien sûr en poser de plus larges sur d'autres sujets, mais ce sont des exemples, voilà, de questions réelles que l'on a eues. Vous pouvez les lire ici. Donc, on avait l'exemple d'un conseiller municipal qui a été élu sur la liste du maire en mars finalement, mais qui a annoncé qu'après un conflit sur une question budgétaire, eh bien, il a tout simplement arrêté de soutenir la majorité et a demandé un espace d'expression dans le bulletin municipal. Donc la question était de savoir si la commune pouvait refuser au motif qu'il a été élu sur la liste majoritaire. Donc nous aborderons ces sujets un peu plus tard, mais voilà, c'est un exemple de questions que l'on a, que vous pouvez poser encore une fois de manière plus large. Ne vous sentez pas contraint, ne vous sentez pas contraint par ces exemples, bien sûr. Et une autre question, un autre exemple, c'est la suivante finalement. Donc 3 jours avant un conseil municipal, un élu cette fois d'opposition demande des annexes financières d'un projet de délégation qui est inscrit à l'ordre du jour. La commune n'a pas répondu, la délibération a été votée et l'élu s'interroge sur les recours dont il a accès finalement par rapport à cette situation qu'il considère être anormale. Là encore, bien sûr, nous répondrons à ces éléments durant le webinaire. Ce qui nous amène à la présentation de notre première partie, la qualification d'opposition municipale. Donc, si on ouvre celle-ci, bien sûr, c'est qu'avant de faire appliquer les droits d'opposition, il faut logiquement, savoir avec certitude à qui il bénéficie, pardon, qui est visé finalement, par la notion, la définition d'opposition municipale, et on le verra, l'identification d'opposition va répondre à des critères précis, qu'il convient de maîtriser, notamment pour éviter toute erreur de procédure
suite à l'installation du conseil. Donc, si on veut d'abord qualifier cette opposition, c'est parce que les droits d'opposition sont particulièrement importants. Donc vous le voyez effectivement, le sujet est sensible et le renouvellement de 2026 est un moment, sensible puisque c'est à ce moment-là que, les premières séances du mandat finalement, fixent ou réactivent, le fonctionnement de l'assemblée. C'est notamment là que s'écrit le règlement intérieur et c'est ici que les règles de fonctionnement du mandat vont se cristalliser et vont peut-être faire naître les premières tensions. Donc il faut également, compter avec l'évolution législative, puisque la loi de 2025, qui est relative à l'harmonisation du mode de scrutin, a notamment renforcé la logique de liste et de ce fait, finalement, a pour conséquence directe, de rendre l'existence des oppositions plus visibles, notamment dans les petites communes. Par ailleurs, il faut effectivement noter que l'opposition n'est pas qu'une posture politique ou une catégorie politique, mais c'est également une situation juridique, produisant des droits concrets au sein de l'assemblée délibérante. Et c'est notamment pour cela que, les premiers risques contentieux finalement peuvent apparaître, notamment sur des sujets pratiques. Donc on évoquera bien sûr les notes de synthèse lacunaire, un refus de communication, pur et simple ou partiel, la composition des commissions ou le temps de parole et la tribune d'opposition. Ce qui fait que finalement, le bon réflexe, du début de mandat, c'est essayer de formaliser des règles claires, objectives et traçables, notamment pour que les désaccords politiques ne se transforment pas en litige juridique. Ce qui nous amène finalement au gros de cette partie. Qu'est-ce qu'un élu d'opposition finalement? De quoi parle-t-on? Donc si l'on entre dans le texte, il n'y a pas de définition finalement générale et unique de l'opposition municipale, mais on a tout de même un article du CGCT qui va fournir une sorte de critère opérationnel et repris par la jurisprudence qui est finalement le plus solide. On parle de l'article, donc vous l'avez sous les yeux, L2121-27 1, et qui indique notamment, que est concerné l'élu issu d'une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal. Donc là, la classification est simple finalement. Si vous avez 2 listes, eh bien l'élu qui n'est pas dans la liste, gagnante finalement est considéré comme étant dans l'opposition. Mais on le verra, ce n'est pas si simple, que cela puisqu'il y a d'autres critères, de cas d'école si, je peux dire, c'est que l'élu d'opposition est également, celui qui, bien qu'ayant été élu sur la liste majoritaire, finalement déclare publiquement ne plus appartenir à la majorité municipale. Donc on peut tout à fait avoir quelqu'un d'une liste «gagnante» entre guillemets qui pour une raison ou pour une autre finalement se désolidarise, de cette même liste et se déclare dans l'opposition. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, c'est bien sûr que la qualification d'opposition n'est donc pas figée au soir du scrutin, puisque finalement les équilibres politiques peuvent tout à fait évoluer en cours de mandat. Donc on peut même envisager une seule liste, gagnante, finalement une absence de majorité, en mars-avril 2026 et au fil du temps, suite à des désaccords, la naissance et même la croissance, pourquoi pas, d'une opposition municipale. Donc, c'est une notion finalement qui est fondamentale. Ce qu'il faudra retenir à mon sens, c'est que la qualification d'opposition, n'est pas figée, sur ce point au soir du scrutin, que les équilibres du conseil municipal vivent finalement, qu'ils évoluent et qu'ils se recomposent et qu'en pratique, il est demandé notamment pour la majorité d'essayer de demander des déclarations écrites de l'élu concerné, donc il n'aura pas d'obligation, de répondre, mais c'est une possibilité et de mettre à jour finalement les modalités d'exercice de ces droits dans les documents internes de la commune, notamment le règlement intérieur, si vous considérez et si vous notez finalement qu'il y a un membre de l'opposition supplémentaire. On a également des cas limites. Donc les cas limites, on a un désaccord ponctuel ou un élu isolé. Que se passe-t-il finalement dans ces hypothèses? Donc ici, il convient de cerner finalement les contours de cette «dissidence» entre guillemets, de ce désaccord, pour éviter des problématiques juridiques. Donc un simple désaccord technique sur une délibération
ou sur un sujet particulier ne suffira pas nécessairement, obligatoirement, à caractériser une appartenance à l'opposition, puisqu'on peut tout à fait faire partie de la majorité, avoir un désaccord sur un point particulier, et ce désaccord ne rend pas finalement toutefois automatique la qualification d'élu d'opposition. Donc, ce qui fait que le critère utile, c'est celui d'une volonté publique qui est durable, pas forcément permanente, mais en tout cas pas occasionnelle ou exceptionnelle, et donc qui n'est pas purement conjoncturelle sur un sujet particulier. Ces critères font que dans cette optique, on se situera en dehors de la majorité municipale. Donc, finalement, un élu minoritaire isolé peut tout à fait exercer des droits reconnus à l'opposition, même s'il ne fait pas partie de la liste perdante ou des listes perdantes, même s'il n'appartient à aucun groupe politique constitué. Et d'ailleurs, j'ai voulu mettre un article, donc il ne s'appliquera pas au vu des seuils de vos communes, mais qui existent. Cet article, finalement, permet une structuration spécifique en groupe d'élus. Donc, pour les communes en dessous, ce n'est pas le cas, mais justement, la jurisprudence indique que ça ne veut pas dire que ce n'est pas applicable, même s'il n'y a pas d'automaticité. On peut avoir des groupes d'opposition finalement ad hoc, ou même un seul élu isolé, même s'il ne fait pas partie finalement d'une liste nominative clairement définie. Donc, ce qui fait que dans les communes, finalement, quel que soit le seuil de la population, eh bien, l'absence de groupe constitué ne pourra pas justifier, en tout cas pas à elle seule, le refus d'un droit qui est attaché à la qualité de conseiller d'opposition. Donc, voici les éléments notamment sur les désaccords ponctuels ou sur les élus isolés sur ce point. L'une des questions qui se posent souvent, c'est celle de l'opposition communautaire et sa question de son identification. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite sur ce point-là, puisque si l'exercice peut déjà être parfois complexe à l'échelle d'une commune, il devient même finalement encore plus délicat au sein des conseils communautaires, finalement, de l'Assemblée communautaire, puisqu'ici, par définition, sa composition va résulter d'une agrégation de représentants qui sera issue de plusieurs communes, finalement, avec des sensibilités locales diverses par définition. Donc, même, même si pardon, le code électoral organise l'élection finalement des conseillers communautaires par un système de fléchage, ça n'a pas pour effet automatique de produire une opposition communautaire structurée et de manière binaire. Donc, concrètement, il faut utiliser une sorte de faisceau d'indices. En tout cas, il ne faut pas que la notion d'opposition soit appréciée uniquement au regard de l'appartenance politique nationale à un parti, finalement, ou de la liste municipale d'origine de l'élu. Donc, c'est un critère fonctionnel, opérationnel, qui n'est pas simplement nominatif de se reporter à un parti politique au résultat des élections, mais c'est celui d'une opposition durable, publique, non purement ponctuelle, comme on l'a vu à la slide précédente. Et cette opposition, finalement, sont ces trois critères qui s'appliquent à la politique menée par la majorité de l'Assemblée communautaire. Donc, opposition durable, finalement, publique, non purement ponctuelle, et en pratique, il sera recommandé aux services, finalement, aux agents concernés, finalement, d'identifier les tendances de l'Assemblée et ainsi d'essayer de sécuriser cette identification le mieux possible dans le règlement intérieur et dans les documents d'organisation interne. Donc là encore, il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est, disons, un effort à faire tout de même pour les EPCI pour éviter d'avoir une appartenance binaire à l'opposition, et il est recommandé, pour plus de sécurité juridique, de vraiment s'attacher à un critère fonctionnel pour identifier cette opposition. Donc, voilà pour cette partie. On a également les textes qui sont applicables aux EPCI. Donc, comme on l'a vu, il y a bien cette qualification d'opposition, ce qui fait que ces notions s'appliquent bien. Donc, concrètement, on aura un jeu de renvoi dans le CGCT sur les règles du conseil municipal applicables au conseil communautaire. Et c'est également le cas pour les règles relatives finalement aux questions orales, aux commissions, au règlement intérieur, à l'expression des élus, et celles-ci doivent être transposées à l'échelle communautaire.
avec les adaptations nécessaires sur ce point, par exemple sur le bulletin intercommunal s'il y en a. Et en sachant que en matière de convocation ou de notes explicatives de synthèse, eh bien, les EPCI seront assimilés aux communes de 3500 habitants et plus. Donc ça, c'était le point effectivement sur la qualification de l'opposition. Si on doit faire une synthèse finalement, si on peut garder quelque chose en tête sur ce point, c'est essayer premièrement d'identifier dès le début du mandat les élus issus d'une liste minoritaire au soir du scrutin. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra vérifier et essayer d'enregistrer également les déclarations écrites des élus qui indiquent, par exemple, formellement et clairement ne plus appartenir à la majorité en cours de mandat. Essayer également de faire preuve de discernement, ne pas confondre finalement une opposition durable avec un simple désaccord ponctuel sur une délibération, sur un projet extrêmement spécifique et limité dans le temps. Également, sous forme de checklist finalement pour les EPCI, essayer de raisonner par tendance de l'Assemblée plutôt que par seule liste municipale d'origine ou de parti politique. Et dernier conseil finalement entre guillemets de cette checklist, c'est penser à actualiser la qualification en cours de mandat en cas de dissidence, notamment sur la recomposition ou le changement de groupe. Donc, ce qui nous amène à notre seconde partie, je vais peut-être voir s'il n'y a pas des questions déjà posées. Oui, il y a quelques questions. Je Je suis t'écoute. je Oui, suis désolée s'il y a du bruit autour de moi, il y a des travaux et je ne peux pas, les arrêter. d'accord. Si si un si un élu de l'opposition finit par se positionner dans la majorité, quelle sera la règle? Alors, s'il y a un élu de la majorité qui alors, effectivement, il y a une symétrie, sur ce point. Je crois qu'il y a une réponse ministérielle à ce sujet, mais si on peut quitter la majorité pour quitter, l'opposition, il n'y a pas de raison non plus d'être lié automatiquement et définitivement à la liste d'opposition et on peut tout à fait envisager, de «passer» entre guillemets à la majorité et dans ce cas, effectivement, voilà, il y a un transfert des droits, notamment sur l'expression dans les bulletins municipaux, pardon, cet élu qui sera passé à la majorité, finalement, ne sera plus concerné par ses droits. Mais sur le principe, c'est effectivement possible, oui. Alors il y a une autre question de monsieur Texera. Dans un règlement intérieur, les questions orales qui seraient réservées au président de groupe, est-ce légal? Dans la mesure où cela enlève de facto à l'élu son droit individuel en la matière. Alors, j'ai pu organiser justement un webinaire, sur le règlement intérieur et là, comme ça, encore une fois, sans avoir la référence de tête, mais je suis quasi certain, en tout cas, pratiquement convaincu qu'il y a un risque d'excès de pouvoir, de laisser cela au président de groupe, justement parce que comme, le dit monsieur Texera, il y a un droit individuel puisque l'opposition ne se définit pas, complètement et automatiquement par la composition d'un groupe. On peut être seul dans l'opposition et de facto, cet article finalement enlèverait, le droit de parole aux élus isolés qui se considèrent dans l'opposition, mais qui n'ont pas de groupe. Voilà. En intercommunalité, la notion de groupe est assez complexe. Faut-il néanmoins faire une déclaration formalisée par écrit? Alors effectivement, c'est complexe, il n'y a pas d'obligation dans les textes de déclaration formalisée par écrit, mais disons que c'est plus simple à la fois pour la majorité pour savoir ce qu'il en est, sur les droits d'opposition, sur ce point-là et savoir se cadrer à la fois dans le règlement intérieur et qui aura droit finalement à une expression particulière, mais également pour l'opposition elle-même pour que sa position finalement soit, annoncée officiellement. Donc c'est mieux de le faire, mais aucun texte ne l'impose légalement. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Parfait, merci Catherine pour, la lecture des questions. On va passer à la seconde partie, qui sera de pluralisme au sein des instances de gouvernance. Donc ici, on analysera notamment comment l'opposition doit être intégrée dans les travaux préparatoires de la collectivité et plus spécialement au sein des commissions municipales et communautaires. Donc les commissions municipales, au préalable. De quoi parle-t-on? Ce ne sont pas, comme vous pouvez le voir, de simples, espaces d'enregistrement
technique, mais c'est finalement une vraie, comment dire, institution finalement qui participe à la préparation, des décisions et constitue un lieu important d'exercice du pluralisme. Vous avez le texte du CGCT ici, L2121-22, qui impose finalement, que la composition des commissions respecte le principe de représentation, proportionnelle, et c'est un principe finalement qui va viser, toutes les commissions créées par le conseil municipal, y compris des commissions thématiques ou, permanentes finalement, et qui s'étend également à des instances pour lesquelles des textes vont prévoir des règles particulières, prévues par la loi finalement. On pense notamment à la commission d'appel d'offres où là encore une représentation proportionnelle, est demandée. Heu, toutefois, il faut tout de même, nuancer. Il y a un certain réalisme qui est admis par la jurisprudence et par la doctrine ministérielle, c'est que la représentation proportionnelle comme principe n'impose pas, en pratique, toujours une traduction mathématique, absolument parfaite finalement de chaque sensibilité de l'opposition lorsque le nombre de sièges est forcément restreint. Donc il n'y a pas d'obligation, comment dire, de résultat absolument parfait, en faisant une division qui accorderait un quotient à chaque membre de l'opposition, ou à chaque groupe de l'opposition. Mais c'est vraiment quelque chose, qui est jugé au global pour qu'il y ait une représentation, au moins, proportionnelle le plus possible, dans la mesure du possible et au vu des contraintes du nombre de sièges. Donc concrètement, voilà, il n'y a pas de représentation proportionnelle parfaite. Par contre, la jurisprudence interdit formellement l'utilisation d'une méthode de calcul ou de répartition, qui aurait pour effet, d'exclure artificiellement l'opposition. Donc ça, c'est interdit, bien sûr, sur ce point. Et donc en début de mandat, il faudra vérifier la méthode de répartition, mais pas que, ça peut être en cours de mandat si vous avez décidé de créer une commission municipale, qu'elle soit, voilà, sur la durée du mandat ou, temporairement sur un sujet, spécifique. Vérifier la méthode de répartition, le nombre de sièges, la présence des tendances minoritaires, pardon, la cohérence entre les commissions municipales, les règles applicables aux instances, spécialisées sur ce point. Donc ce sont tous ces éléments à vérifier le plus possible pour plus de sécurité juridique. Maintenant, si l'on s'attache au principe de représentation proportionnelle. Donc, voilà, l'objectif, bien sûr, est d'assurer le pluralisme, l'expression diversifiée au sein des instances. La composition, est une obligation légale stricte dès lors que la commune atteint le seuil, de 1 000 habitants. Ce qui fait que la loi, finalement, impose, l'attribution, d'au moins un siège à chaque, composante ou tendance du conseil municipal dans la mesure du possible, afin de garantir une expression pluraliste effective des élus. Donc ça, c'est l'objectif sur ce point, et d'ailleurs, il y a une jurisprudence, assez constante, qui est relativement sévère, c'est-à-dire que le juge administratif va sanctionner toute composition de commission qui est délibérément, expressément, volontairement finalement conçue pour écarter l'opposition. Donc, l'arrêt, «célèbre» entre guillemets de principe, c'est celui que vous avez sous les yeux, Commune de Martigues du Conseil d'État, en 2012. Ici, le Conseil d'État, pardon, rappelle que cette représentation pluraliste, implique que chaque tendance, présente dans l'assemblée délibérante doit pouvoir être représentée, même en l'absence de représentation proportionnelle parfaite mathématiquement, au sein des commissions, et que toute méthode d'éviction volontaire est censurée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Comme on l'a vu, on ne peut pas imposer en pratique une représentation proportionnelle parfaite du fait des contraintes des sièges, voilà, des décimales, sur ce point. Il y aura toujours une petite différence entre, ce qui est prévu en théorie et ce qui est prévu en pratique. Cela étant dit, on ne peut pas non plus exclure volontairement d'opposition. Ça, c'est une jurisprudence constante, qui amènera finalement à une annulation, des décisions prises en ce sens. Ce qui nous amène à la CAO finalement, donc la commission d'appel d'offres, bien sûr. Ici, celle-ci, relève d'un régime juridique, qui est spécifique, parce que sa composition donc obéit
toujours bien sûr au principe général d'expression des élus, mais également aux règles propres de désignation prévues par le CGCT. Donc il y a des textes spécifiquement dans ce code. Donc concrètement, si l'on regarde les textes de plus près, vous pouvez voir que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les membres élus de la CAO sont désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et ce selon un scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc ça, ce sont pour les communes de 3 500 habitants et plus. Pour les communes en deçà de ce seuil, de moins de 3 500 habitants, eh bien CGCT, là encore, indique, je cite, que lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, ou président, et par 3 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc c'est une méthode qui est distincte, mais qui conserve finalement le principe de proportionnalité, mais qui nuance encore une fois par la jurisprudence que du fait d'un nombre limité de sièges à pourvoir, il est envisageable qu'une opposition très minoritaire par rapport à d'autres, donc hypothèse par exemple où il y a la majorité mais plusieurs groupes d'opposition et une qui est particulièrement minoritaire relativement aux autres, eh bien celle-ci peut ne pas obtenir de représentants en CAO sans que cette seule circonstance finalement soit nécessairement une inégalité, puisque ici, voilà, la collectivité ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas une éviction volontaire de l'opposition, mais plutôt une impossibilité mathématique d'avoir une représentation parfaite des élus. Ce qui fait que le point de contrôle, finalement, s'il faut retenir quelque chose, c'est de vérifier que la méthode retenue n'a pas artificiellement réduit la représentation minoritaire et que la composition finale va refléter autant que possible les équilibres du conseil municipal. Donc faire attention sur ce point pour éviter voilà, tout ce qui pourrait s'apparenter à une exclusion volontaire de l'opposition, des oppositions, et éviter la censure éventuelle du juge administratif, voire le contrôle de l'égalité. Ce qui fait que je vous propose ici une sorte de checklist pour résumer les enjeux de cette deuxième partie, donc des points de contrôle qui nous paraissent indispensables à intégrer, importants pour plus de sécurité juridique. C'est premièrement finalement lister et vérifier la composition de l'ensemble des commissions créées par le conseil municipal ou communautaire. Ensuite, c'est appliquer une méthode qui est proportionnelle, qui est rigoureuse, qui est claire, qui est objective et traçable dans les délibérations d'installation. Troisièmement, ce serait de ne pas chercher à garantir artificiellement un siège si le mode de scrutin mathématique ne le permet pas. Ici, on a vu, ce n'est pas votre faute, on ne pourra pas vous le reprocher si la méthode de calcul est sincère et pas volontairement exclusif. Quatrièmement, ce serait de proscrire dans le plus possible finalement toute méthode de calcul ayant pour but d'exclure artificiellement des minorités. Donc c'est le pendant du point précédent. Et finalement, c'est dernier point, c'est d'essayer au mieux de distinguer à la fois la participation aux travaux préparatoires et l'accès aux fonctions exécutives. Donc, ça, c'est la prérogative de la majorité. Les droits d'opposition n'impliquent pas finalement un accès aux fonctions exécutives. Ce n'est pas prévu ou promis par les textes, mais c'est une participation proportionnelle qui est prévue dans les commissions notamment. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête finalement, notamment s'il y a des, voilà, des élus de l'opposition qui ont des réclamations particulières sur ce point. Donc ce qui nous amène à la fin de notre seconde partie. La troisième partie sera un peu plus copieuse, et pareil, s'il y a des questions, Catherine, je ne sais pas, tu peux me les dire. Oui, alors je suis vraiment navrée pour le bruit autour de moi. Pour la commission consultative des services publics locaux, Oui. l'opposition a-t-elle un droit irréfutable à y être présente? Alors, il y a bien un droit à la représentation proportionnelle qui s'applique également dans cette commission. Sur la question de l'irréfutabilité, ce sera au regard des règles mathématiques finalement du nombre de sièges existants, mais disons que s'il y a une majorité et
un seul groupe d'opposition, normalement, ils y ont droit effectivement. C'est, vraiment dans des situations où il y a plusieurs groupes d'opposition, on peut se retrouver avec un très minoritaire qui n'aurait accès à rien. Donc ça dépendra de la composition de l'assemblée, mais normalement, il y a bien une représentation proportionnelle, oui. Alors, autre question de Monsieur Delroise. Les commissions sont destinées à préparer les décisions du conseil municipal. Y a-t-il un délai de transmission des pièces qui seront étudiées en commission, par exemple projet de règlement intérieur, remis sur table, qui empêche toute discussion constructive? Alors ça justement, c'est quelque chose pour lequel il est fortement recommandé d'avoir un règlement intérieur finalement, qui indique, dans le chapitre ou dans les articles des commissions, quels délais, sont prévus. De tête, je suis quasi certain qu'il n'y a pas de texte, qui impose pour les commissions municipales un délai minimal, donc c'est le délai finalement, «cohérent» entre guillemets qui est jugé pour laisser suffisamment de temps aux commissions de se préparer. Donc, il y aura pas forcément un délai fixé du type, 1 semaine ou 2 semaines, mais c'est vraiment au cas par cas pour laisser suffisamment de temps aux commissions. Donc bien sûr, il peut y avoir un risque d'excès de pouvoir si le délai est extrêmement minime, mais il n'y a pas de loi, en tout cas, qui impose X jours sur ce point. C'est quelque chose qui doit être, réglementé, donc par le règlement, et qui ne doit pas être excessif, trop court. La CAO, dans sa composition, peut-elle avoir des agents de la collectivité lors des réunions? Alors, il faudrait que je vérifie. Donc pour la composition, non, ce n'est pas possible. Pour la présence, d'agents ou de personnes qui ont une expertise technique, il me semble que c'est possible, mais uniquement si c'est prévu dans le règlement intérieur et que leur rôle est bien défini. Donc bien sûr, pas de voix délibérative, mais uniquement une précision de leur rôle technique, de voilà, des enjeux, par exemple, du marché. Donc il me semble que c'est possible, mais ce serait à vérifier si monsieur ou madame souhaite appeler cet après-midi, mais je suis quasi certain que c'est possible, oui. Non, il y avait justement une remarque en ce sens, heu, de Monsieur Monge. Oui, en tant qu'intervenant technique, mais il ne participe pas au vote. C'est ça, exactement ça, et je crois qu'il y a Voilà. une réponse ministérielle ou une jurisprudence qui le dit explicitement, mais c'est bien ce qui me semble. Alors, autre question de Monsieur Texera. Les représentants du conseil municipal en diverses instances, écoles communales, syndicats intercommunaux, et cetera, sont-elles également concernés par l'obligation de proportionnelle accordée à l'opposition? Alors normalement oui, ça s'appliquera notamment, par exemple par exemple, pardon, aux satellites, de la collectivité. Ça, il y aura pas de texte qui transpose, explicitement, il me semble, mais là encore, il y a des jurisprudences sur ce point qui le transposent, justement. Donc c'est principalement le juge administratif qui, au cas par cas, finalement, observe, heu, censure, mais il y a bien une application, toujours dans la mesure du possible et de l'impossibilité parfois d'avoir une représentation proportionnelle, mais normalement, il y a bien une application de ce principe. Autre question sur la CAO, Oui. est-elle valable, pendant tout le mandat ou en cas de constitution d'un nouveau groupe, faudrait-il veiller à son renouvellement? Si oui, l'initiative de la demande doit-elle venir du groupe concerné ou doit-elle être anticipée par le maire? Alors par contre, la CAO effectivement un dispositif spécial puisque ça, comment dire? Dès son élection, elle est censée durer pendant tout le mandat. Donc là, par contre, s'il y a une nouvelle réorganisation du conseil disons 2 ans après, il n'y a pas de démission obligatoire ou de réaménagement automatique. Donc on garde finalement ce qui a été, décidé en 2026. C'est uniquement en cas de démission finalement que le remplacement devra se faire au regard finalement de la représentation proportionnelle. Mais, si ce n'est pas le cas, les élus restent en place pour toute la durée du mandat. Je pense que tu peux continuer. Ah non, il y a une autre question. Je t'écoute. Oui. Alors, L'opposition exclue de tous les conseils d'école, c'est donc probablement voire illégal. Est-ce bien cela? de ce que je comprends, normalement oui. Donc, il faut toujours effectivement comment dire? La confirmation du juge administratif, puisqu'il peut toujours y avoir des explications, cohérentes à ce sujet. Mais en tout cas, ça me semble sujet au moins contentieux, sans aller dire que c'est illégal, mais assez risqué.
Voilà, je t'invite à continuer et on reprendra les questions ensuite. Merci. Parfait, merci, on continue. Donc cette partie est la plus importante, les garanties conférées par la loi à l'opposition. On verra, il y a plusieurs points qui existent, de nombreux. Donc on détaillera l'ensemble des garanties concrètes et des prérogatives que la loi confère aux élus d'opposition pour qu'ils exercent pleinement leur mandat. Ici une distinction, donc on aura des communes de moins de 1000 habitants. C'est un socle minimal finalement, mais pas non plus un socle inexistant, puisqu'on pourrait considérer, et ce serait à tort, que l'opposition n'a aucun droit dans les petites communes, mais c'est tout simplement faux, puisque des droits spécifiques s'appliquent toujours. On a le texte qui est celui du L2121-13 du CGCT, donc qui garantit à tout conseiller le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Voilà sur ce point. Concrètement, ça se transpose par une convocation envoyée, bien sûr, adressée réglementairement dans les délais applicables par la loi et qui mentionne les questions inscrites à l'ordre du jour afin de permettre aux conseillers de préparer utilement la séance. Donc, les communes de moins de 1000 habitants, finalement, les élus d'opposition ont droit à l'envoi d'une convocation régulière, bien sûr. C'est une obligation de la part de la mairie. Et l'opposition peut d'ailleurs toujours demander communication des pièces utiles au projet soumis à délibération. Donc il y a plusieurs jurisprudences sur ce point-là, en sachant par contre, c'est une sorte de nuance, donc qui n'annule pas ce droit, mais que la demande d'information doit porter sur une délibération à venir, sinon on rentre dans le cadre de la CADA et de la communication classique des documents administratifs. Donc l'existence finalement d'une opposition reste toujours plus visible dans les communes de moins de 1000 habitants, notamment du fait du nouveau scrutin de liste, mais on verra que les communes au-dessus de ce seuil finalement disposent de de droits spécifiques encore plus détaillés. Donc, commune de 1000 à 1300, 1300 voilà, de 1000 à 3500 habitants, pardon. Donc, à partir de 1000 habitants, le règlement intérieur va devenir un outil central, puisque celui-ci va organiser concrètement plusieurs droits d'intervention des conseillers. À ce sujet, il y a un webinaire qu'on a déjà effectué sur ce point qui précise en détail ce qu'il en est. Donc, on a le règlement intérieur. On a également le point sur les questions orales et la possibilité pour les conseillers municipaux de poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. Là encore, dans les conditions précisées par le règlement intérieur. On a bien sûr des commissions municipales et de respect de la représentation proportionnelle, comme on l'a vu à la partie précédente. On aura également l'imposition d'un espace qui est réservé à l'expression des élus d'opposition, notamment lorsque la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et sa gestion. Donc ici, point de vigilance pour ces communes concernées dans cette fourchette de population, c'est que le règlement intérieur n'est pas un document purement formel. Il faut faire attention à des délais irréalistes ou trop courts, à un espace d'expression qui serait trop réduit, à des questions orales volontairement et excessivement limitées finalement qui videraient les droits de l'opposition de leur substance prévue par la loi. Par ailleurs, on aura également un point sur les communes de 3500 habitants et plus. Donc ici, le législateur finalement a franchi une marche supplémentaire pour protéger les droits à l'information et les moyens matériels de l'opposition. Donc concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, le droit à l'information est renforcé par l'obligation stricte de chambre à la convocation une note explicative de synthèse sur chacune des affaires soumises à délibération. Donc concrètement, on a cet article du CGCT qui va imposer que cette note finalement permette aux conseillers de comprendre la portée réelle de la décision envisagée avant la séance, et justement pour éviter une sorte de découverte au dernier moment qui impacterait la valeur réelle du vote. Donc il faut faire attention à ce qu'une note de synthèse ne soit pas
purement formelle sans substance, qu'elle ne soit pas, trop limitée, trop sobre finalement, sinon cela exposerait finalement la délibération à un risque immédiat d'annulation contentieuse. Donc faire attention sur ce point. Et sur le plan, matériel, pratique, eh bien, le CGCT prévoit également que les conseillers, qui n'appartiennent pas à la majorité municipale peuvent disposer, et ce sans frais, normalement, du prêt d'un local commun. Donc, en sachant bien sûr qu'il y a des nuances, ce local n'a pas forcément l'obligation d'être situé au sein même de l'hôtel de ville, donc l'opposition ne peut pas, imposer un endroit géographique précis, c'est toujours dans la mesure du possible, de ce qui existe, dans les biens communaux, mais la jurisprudence a tout de même prévu que ce local devait être effectivement utilisable pour l'exercice du mandat, notamment pour l'étude des dossiers, ainsi que pour la tenue des réunions de travail. Donc ce qui fait qu'on peut en inférer qu'un local complètement inaccessible ou sans équipement, minimal, serait irrégulier. Donc ça, c'était pour la liste finalement, des droits spécifiques selon, les strates de communes. On va maintenant passer à ce qu'il en est au niveau de la convocation et de l'ordre du jour. Donc ce sont notamment les premières garanties pour, l'opposition finalement, et même pour tous les conseillers, de l'assemblée délibérante, puisque celle-ci est une condition essentielle de la validité du fonctionnement de l'assemblée. Donc vous pouvez voir ici que cela va varier selon la strate démographique. Donc on aura 3 jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et 5 jours francs dans les communes de 3 500 habitants et plus, sauf hypothèse d'urgence. Donc il faudra que l'ordre du jour soit suffisamment clair pour permettre aux élus, bien sûr, notamment ceux d'opposition, d'identifier les affaires qui seront évoquées, qui seront débattues, afin que ceux-ci, ces élus finalement, prévoient, de manière concrète et utile leurs interventions. Et bien sûr, ce qu'il faut noter, c'est que l'absence de convocation d'un conseiller ou la mauvaise convocation, de celle-ci, une convocation trop tardive ou un manque d'information, tous ces éléments peuvent, affecter la régularité de la séance et dès lors fragiliser les délibérations adoptées et leur valeur juridique sur ce point. Ce qui nous amène également au règlement intérieur. Donc le règlement intérieur comme document, de sécurisation. Il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus, mais fortement recommandé, même dans les communes de la strate démographique inférieure. Puisque le règlement intérieur finalement, c'est l'acte central d'organisation et de sécurisation, notamment des droits d'opposition, et ce dès le début du mandat. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être subi finalement, mais c'est quelque chose qui doit être traité presque comme un outil de prévention des litiges. Concrètement, comment et qu'est-ce qui doit fixer sur ce point? Eh bien, les modalités pratiques des questions orales qui sont prévues dans le CGCT, mais également les conditions d'organisation des débats, ainsi que les règles applicables aux interventions en séance, notamment la police de l'Assemblée. Par ailleurs, le règlement précisera également les modalités d'utilisation de l'espace d'expression, dans les supports de communication institutionnelle, et de plus, il encadrera tous ces droits sans toutefois pouvoir les neutraliser complètement, encore une fois par des délais qui ne seraient pas réalistes, par un temps de parole octroyé mais qui est en réalité dérisoire, ou par des conditions matérielles excessivement restrictives. Donc, à mon sens, il faut voir le règlement intérieur comme un document de prévention contentieuse, essayer d'objectiver au plus possible, les règles, les normes, qu'elles soient le plus stables et traçables possible, pour qu'ainsi, les décisions de l'exécutif ne paraissent pas arbitraires, que les droits d'opposition soient respectés et que les décisions, en tant que telles, ne soient pas fragiles face à un juge sur ce point. Donc ça, c'était le règlement intérieur. On aura également la note explicative, de synthèse. Donc là, on l'a vu, c'est pour les communes de 3 500 habitants et plus, mais rien n'empêche également, comme le règlement intérieur, que cela soit fait, si matériellement, voilà, c'est possible, ce n'est pas
contraignant que ça s'applique aux communes à une strate inférieure. Donc la note explicative de synthèse, elle est prévue par le CGCT qui impose pour ces communes qu'en plus de la convocation, une note explicative de synthèse accompagne l'acte donc de convocation des conseillers. Donc là encore, ce serait une erreur de considérer que c'est uniquement une formalité administrative. Ce n'est pas le cas, puisque c'est notamment une note qui doit permettre à chaque conseiller, la majorité comme l'opposition, de comprendre la portée de la décision avant la séance. Donc, ce qui fait que concrètement, une note utile, une bonne note finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une note qui, présente l'objet de la délibération, qui présente, le contexte, les motifs, de la décision finalement, de mettre quelque chose à l'ordre du jour, des conséquences, financières et juridiques et éventuellement des alternatives qui existeraient. Donc, éviter une note trop sommaire qui serait limitée à un simple titre ou à une sorte de copier-coller du projet de délibération, ceci fragiliserait la procédure, parce qu'elle priverait les élus d'une information préparatoire effective. Ce qui fait que concrètement, le réflexe opérationnel, c'est consister à vérifier avant, l'envoi de la convocation que la note répond à une question simple: est-ce qu'un élu qui ne connaît pas le dossier peut se former avec cette note une opinion sérieuse? Donc à mon sens, c'est une bon mémo finalement, se poser cette question à chaque fois que la note est rédigée pour savoir ce qu'il en est et est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour un élu finalement qui n'a pas forcément suivi le dossier, mais pour qu'il puisse voter avec la meilleure connaissance possible du sujet. Se pose également la question de l'accès aux documents. Donc, on l'a vu, il y a un droit particulier au regard de l'information des affaires de la commune. Voilà, en application de l'article L2121-13. Mais de manière générale, les élus d'opposition et ceux finalement comme tout administré vont disposer du droit d'accès aux documents administratifs communicables dans les conditions prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. Ils vont disposer finalement du droit spécifique d'être informés de ces affaires de la commune et en sachant qu'il y a également des dispositions spécifiques pour les contrats de délégation de services publics, pour les marchés publics et de manière générale pour la commande publique, que les conseillers finalement consultent et le droit de consulter les projets et les pièces associées. Là encore, ça sera prévu par le règlement intérieur s'il est obligatoire et dans les conditions prévues par les textes. Donc, en pratique, ce qu'il est recommandé de faire, notamment pour les dossiers assez lourds, comme les projets de contrat de la commande publique, c'est de tracer des demandes finalement, de répondre dans un délai utile, de motiver les refus puisque ceux-ci sont envisageables, mais de manière très stricte, notamment lorsqu'il y a des secrets industriels et commerciaux, mais le reste finalement doit être tenu à l'information et à la disposition des élus. Ça peut également concerner le secret des affaires ou les données personnelles, mais c'est assez marginal sur ce point et ça ne peut pas être, en tout cas ce serait abusif si c'était une excuse à chaque fois qu'un élu, demande la communication de pièces. Donc ça, c'est l'accès aux documents. On aura également, la question de l'expression en séance. Donc l'expression en séance, c'est quelque chose qui se pose finalement de manière très concrète à chaque, conseil. De quoi parle-t-on et pourquoi est-ce qu'on a évoqué ici un droit réel, qui est réglementé? Eh bien, c'est que ce droit est substantiel, est imposé par la loi. Tout conseiller municipal doit pouvoir s'exprimer sur les affaires soumises à délibération, puisque notamment le débat contradictoire, bien sûr, est une condition nécessaire et normale du fonctionnement démocratique d'une assemblée délibérante. Cela étant dit, réglementé également. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le maire ou le président de PCI qui dirige les débats et c'est celui-ci qui exerce également la police de l'Assemblée. Donc concrètement, ce pouvoir ne peut pas être utilisé pour empêcher l'opposition d'exposer utilement sa position, mais le règlement intérieur peut fixer finalement des règles de temps de parole qui ne seraient pas abusives, un ordre d'intervention, des règles de dépôt d'abonnement, des règles de clôture des débats, à condition là encore de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'expression.
Donc concrètement, voilà, vous pouvez voir que des limitations finalement sur ce point, ce sont des limitations qui seraient générales et qui seraient objectives. Celles-ci sont admissibles si elles visent le bon déroulement de la séance, éviter tout propos injurieux, tout trouble qui empêcherait un bon déroulement de celle-ci. Mais des limitations trop ciblées, trop disproportionnées sont bien sûr contentieusement fragiles au regard de la jurisprudence. Donc il y a ainsi un équilibre à trouver sur ce point, c'est le fait qu'il faut essayer d'avoir un débat réel sans transformer toutefois la séance en discussion illimitée. Donc garder un temps raisonnable, des règles connues à l'avance, une application identique aux élus placés dans la même situation et respecter finalement un principe d'égalité sur ce point. L'expression en séance est souvent un des points les plus contentieux et discutés. C'est quelque chose pour lequel il faut faire attention, notamment lors de la conception du règlement intérieur. Et c'est également le cas pour des questions orales. Donc là, vous avez le CGCT, vous pouvez voir vous pouvez le voir au regard de l'article L 21-19, il est reconnu aux conseillers municipaux le droit de poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. Donc là encore, ce sera le règlement intérieur qui fixera la fréquence de celle-ci, les règles de présentation et les modalités d'examen de ces questions lorsque celui-ci est imposé pour les communes de 1000 habitants et plus. Et d'ailleurs, c'est un argument, finalement, à mon sens, pour avoir un règlement intérieur même un peu moins développé dans les communes de moins de 1000 habitants où ce n'est pas obligatoire, pour au moins fixer ces éléments, ces règles sur ce point. Donc il faut également savoir que les questions orales ne vont pas se confondre avec les délibérations inscrites à l'ordre du jour, mais elles serviront notamment à interpeller l'exécutif sur une question particulière. Ça peut être la gestion d'un projet, ça peut être un service public, ça peut être une difficulté conjoncturelle sur ce point. Là encore, le maire pourra encadrer la procédure au regard du pouvoir de police de l'Assemblée, mais bien sûr, un filtrage systématique, automatique, ou le fait finalement d'avoir en pratique effectivement une irrecevabilité des questions, c'est un signal de fragilité juridique qui expose à l'annulation l'annulation de certains points à un excès de pouvoir également. Donc, ce qui fait qu'en pratique, pour une checklist, il est conseillé d'avoir un calendrier clair, un délai de dépôt raisonnable, une réponse en séance finalement et une mention au procès-verbal selon les règles applicables. Donc ça, c'est quelque chose qui est conseillé sur ce point. Ici, autre point, c'est le levier, notamment pour les conseillers d'opposition, de demander une réunion du conseil. Donc, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, le CGCT permet à une fraction de conseillers, d'imposer une convocation du conseil municipal, et ce, lorsque la demande est écrite, motivée et suffisamment signée. Donc, de quoi parle-t-on pour les seuils qui sont demandés? Eh bien, c'est pour les communes de 1000 habitants et plus, le maire sera tenu de convoquer le conseil dans un délai maximal de 30 jours lorsqu'un tiers au moins des membres en exercice en fait la demande. Donc concrètement, c'est différent pour les communes de moins de 1000 habitants, puisque le seuil est plus élevé, il y a une, plus grande exigence, c'est que la demande doit émaner de la majorité des membres du conseil municipal. Donc ça peut être considéré comme un peu paradoxal sur ce point, mais c'est ce sont des textes du CGCT, qui demandent finalement, cette, fraction telle quelle. Donc, concrètement, c'est un mécanisme qui peut être utile, notamment si, l'opposition considère qu'un sujet d'intérêt communal majeur n'est pas inscrit à l'ordre du jour par l'exécutif pour une raison particulière. Donc ça peut être une crise locale, encore une fois, un projet structurant, pour lequel on considère que pas suffisamment d'attention est donnée à ce sujet. Ça peut être une situation budgétaire ou une difficulté de fonctionnement. Et finalement, le point de vigilance, c'est, essayer de formuler une demande précise, motivée, rattachée à l'intérêt communal, et ce afin d'éviter qu'elle soit contestée comme étant abusive, imprécise ou étrangère aux compétences de la commune. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être utile et qui est utilisé assez souvent en pratique sur ce point. On a pas mal de questions là-dessus.
Un autre point qui n'est pas forcément, très connu, en tout cas que certains élus découvrent parfois, lorsqu'on les a au téléphone, c'est le débat annuel de politique générale. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose, de relativement récent, en tout cas comparé à d'autres droits, qui sont cristallisés depuis des décennies, puisque depuis 2019, eh bien, CGCT prévoit qu'un débat portant sur la politique générale de la commune sera organisé lorsqu'au moins un dixième des membres de ce même conseil, finalement, en fait la demande. C'est une sorte de droit d'initiative utile, pour l'opposition et c'est, quelque chose qui permet notamment de provoquer une discussion politique globale, en sachant que ça ne doit pas se confondre avec les questions orales. Ici, ce n'est pas qu'un point ponctuel de gestion sur lequel un élu de l'opposition souhaite attirer l'attention, par exemple, de la majorité ou du maire, mais c'est vraiment une orientation générale de l'action municipale. Là encore, le règlement intérieur aura son rôle sur ce point. Pour préciser les modalités pratiques de ce débat, tout ce qui est délai de demande, temps de parole, ordre des interventions et comment l'exécutif répondra finalement à ce débat annuel de politique générale. Là encore, et c'est ce qui est retranscrit finalement de tous ces droits, c'est éviter que ce droit soit réduit à une formalité, qui a un temps excessivement limité, voire quasi nul. Eh bien, cette organisation, empêcherait une contradiction réelle et fragiliserait, notamment en contentieux, l'effectivité du droit qui est reconnu aux élus. Donc ça, c'est un droit particulier. Ici, un point spécifique, pour les conseillers communautaires. Donc vous pouvez le voir, bien sûr, les droits, sont transposés aux EPCI, par un jeu de renvoi du CGCT. Concrètement, les règles du conseil municipal s'appliquent à l'organe délibérant des EPCI, sauf incompatibilité avec des dispositions propres à cette même intercommunalité. Donc on aura un droit qui s'appliquera pour les droits d'information, préalables sur les affaires soumises à délibération. Pour les règles relatives à la convocation et à la note explicative de synthèse, ici, c'est le régime applicable aux communes de 3 500 habitants, qui va s'appliquer. Voilà, les conseillers communautaires peuvent bien sûr intervenir, pour poser des questions orales, éventuellement, proposer des amendements, sur ce point, là encore dans les conditions fixées par le règlement intérieur communautaire. Donc en pratique, il faudrait, et finalement ça rejoint la question de la qualification de l'opposition et les difficultés pour le PCI. Il faut éviter de traiter l'opposition communautaire comme étant une simple addition, d'opposition municipale. Les droits s'exercent au sein de l'assemblée communale, intercommunale pardon, au regard de ses propres affaires et de ses propres équilibres. Donc ça peut être différent, de ce qui est applicable dans des communes finalement des, conseillers communautaires. Donc ça nous amène également, on est pratiquement à la fin de la troisième partie, sur, les formations, les moyens et les protections. Ici, ce sont des droits transversaux des élus d'opposition, qu'on a trouvé pertinent de lister. Donc, on a des nouveautés, notamment de par la loi Gatel du 22 décembre 2025. De quoi parle-t-on ici? On a notamment le droit à la formation. Donc, c'est un droit qui bénéficie à tous les élus locaux, majorité comme opposition. On ne peut pas vous l'enlever, vous le limiter, de manière abusive parce que vous êtes en opposition. Et c'est un droit qui est, défini, dans des conditions, notamment, lors du débat de l'Assemblée et du vote du budget qui est consacré à la formation. Mais là encore, il peut y avoir de discrimination sur le fait que vous êtes dans l'opposition. Donc pas de restriction discriminatoire, de l'accès à ces formations pardon, pour l'exercice du mandat. Ce qui fait que concrètement, les moyens, matériels dépendent fortement de la strate démographique, pour des droits spécifiques, pour des moyens. Donc on a vu, local commun dans les communes de 3 500 habitants et plus. À titre de curiosité, parce que ça ne s'appliquera pas, mais moyens renforcés pour les groupes d'élus
dans les communes de plus de 100 000 habitants. Donc vous aurez également la loi CATED, donc c'est la loi du 22 décembre 2025. Concrètement, celle-ci a créé un statut de l'élu local, l'a consacré et de ce fait, on a un régime de protection fonctionnelle, qui est présenté dans le corpus de la loi, dans son contenu et qui renforce finalement, les droits de l'ensemble des élus locaux, y compris les simples conseillers qui ne seraient pas maires ou adjoints et y compris bien sûr les conseillers d'opposition. Donc là encore, finalement, le réflexe opérationnel qui est celui du législateur, c'est une grille d'égalité de traitement, les mêmes règles pour les demandes comparables. Les motivations de refus doivent être effectuées. Il faut une traçabilité des décisions. Il faut voilà, une absence de sanctions directement ou indirectement liées au positionnement politique de l'élu, ce qui serait illégal au regard de la jurisprudence. Ce qui nous amène à la fin de notre troisième partie. Là, si vous pouvez retenir quelque chose, finalement, ce sont les points de contrôle indispensables pour ce grand chapitre des garanties légales de l'opposition. Concrètement, c'est contrôler de manière scrupuleuse, finalement, et rigoureuse la régularité formelle de vos convocations, le respect des délais en jour franc, la clarté et la précision de l'ordre du jour, ainsi que la qualité des notes explicatives de synthèse, si votre commune est concernée. De plus, essayez de garantir un accès effectif aux documents nécessaires à l'étude des affaires soumises à la délibération, ce qui s'ajoute au fait de prévoir un dispositif sincère, opérationnel et effectif pour l'exercice des questions orales au sein du règlement intérieur. Bien sûr, il faudra également faire attention à organiser concrètement les moyens matériels selon la strate démographique de votre commune, que ce soit voilà, de la mise à disposition d'un local commun ou d'autres prestations comme la note de synthèse. Et finalement, de manière générale, c'est assurer au maximum un traitement non discriminatoire des demandes de formation et finalement de l'exercice quotidien du mandat. Donc, ce qui nous amène à la fin de notre troisième partie et je suis à l'écoute des questions. Et il y a énormément de questions. Ah, alors, Pour certaines, tu as répondu, mais je vais quand même les reprendre. Bonjour, depuis le début du mandat, commune de 1250 habitants, l'opposition n'assiste pas aux séances et n'en justifie pas le motif. Que devons-nous faire? Alors, donc il est possible de faire un rappel finalement, sur ce point parce que j'imagine que la convocation est régulière sans avoir tous les détails, donc ce n'est pas un problème de la part de la mairie, mais peut-être demander des explications s'il y a un problème particulier. En tout cas, il n'y a pas de sanction qui est possible, sauf un régime particulier en Alsace, Moselle, mais j'ai pas la géographie sous les yeux, mais j'imagine que ce n'est pas le cas non plus. Donc en pratique, il est possible de se rapprocher de manière informelle, des absents, de leur demander pourquoi ils ne viennent pas, mais ça ne justifie pas, en tout cas pas en l'état, une sorte de sanction, de comment dire? Encore moins de démission, d'office, sauf régime particulier, sur ce point. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'informel qui doit être mis en œuvre, donc ce n'est pas prévu par les textes juridiquement, oui. Question de Madame Blanchard. L'opposition, dixit, l'opposition peut demander communication des pièces utiles aux délibérations. La commune doit-elle obligatoirement leur fournir les éléments? Alors concrètement, oui, à moins que la commune arrive à prouver que c'est un excès de pouvoir, qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de fournir des pièces, puisqu'un élu, demanderait par exemple, je sais pas, des archives qui remontent à 50 ans et qui sont impossibles à trouver dans les demandés ou un volume, improbable, de milliers de pages, mais en dehors de ces cas, d'abus donc exceptionnels, il faut bien transmettre ces documents pour que le vote soit fait en bonne information du sujet. Question de Madame Di Benedetto. Nous ne recevons aucun document préparatoire pour les commissions et pour les conseils, nous recevons des projets de délibération sans information sur l'objet ni note de synthèse. D'accord. Commune de 7000 habitants. D'accord, donc c'est ce que j'avais demandé. Là, il y a clairement un problème puisque la note ou en tout cas ce que, la majorité considère comme étant une note peut-être, me paraît insuffisante
près d'Acuner. Donc il y a probablement d'ailleurs, en tout cas des éléments que j'ai, un problème sur la qualité de cette note et ça peut être utile de rappeler les obligations auprès du maire sur celle-ci. Merci. Pour question de monsieur Desroise, pour le local destiné aux opposants, commune de plus de 10 000 habitants, que penser d'une salle mise à disposition partagée avec des organisations syndicales qu'il faut réserver auprès des services au moins 3 semaines à l'avance? D'accord. Alors, de ce qui est indiqué, ça ne me semble pas forcément irrégulier, puisqu'il y a quand même une réservation, à moins que les syndicats, que l'organisation soit syndicale, il soit pratiquement en permanence et qu'elle ne laisse qu'un créneau extrêmement complexe du type, uniquement, je ne sais pas, de lundi soir et uniquement ce créneau-ci. Dans ce cas, ça pourrait être considéré comme abusif et trop limité, mais le fait de partager un local, en tout cas, n'est pas irrégulier. Le fait d'avoir un système de réservation ne me paraît pas non plus l'être. Peut-être que les 3 semaines pourraient être, considérées comme un peu longues selon des élus de l'opposition, mais là encore, il n'y a pas de texte qui indique que c'est forcément illégal et surtout, si c'est la seule possibilité, puisque c'est une obligation de moyens, vous ne pouvez pas non plus inventer un local, qui serait uniquement pour l'opposition, qui serait juste à côté et qui serait disponible en permanence. Donc si vous n'avez rien d'autre, ça ne me paraît pas forcément problématique. Donc vérifiez tous ces points, mais là comme ça ne me choque pas particulièrement si vraiment vous ne pouvez pas proposer mieux entre guillemets. Alors, je rebondis sur la question du local avec une question de monsieur Texera. Le local pour les oppositions doit-il prévoir des salles indépendantes pour que chaque groupe puisse se réunir et conserver des documents en toute confidentialité, pardon? Y a-t-il de la jurisprudence en la matière? Alors il me semble qu'il y a de la jurisprudence sur la qualité de la salle en tant que telle, où il est imposé d'avoir, un minimum de bureautique type ordinateur, imprimante. Sur ce point-là, je ne crois pas que ce soit imposé. Donc concrètement, tant qu'il y a sur le terme pratique finalement, tant qu'il y a des sortes de tiroirs finalement ou des endroits où l'opposition peut stocker des documents, pour lesquels elle ne souhaite pas que d'autres groupes d'opposition y aient accès, ça ne me semble pas interdit d'avoir une sorte de salle qui regrouperait tout le monde, à condition qu'il y ait bien des espaces, disons, à défaut d'être privatif complètement, qui sont clairement nommés avec le groupe d'opposition A, groupe d'opposition B, groupe d'opposition C, et que ce soit expliqué que ces dossiers concernent uniquement ce groupe d'opposition. Donc là encore, ça ne me choque pas particulièrement s'il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà. Pardon. Question de madame Blanchard. Peut-on consulter les documents ayant fait l'objet d'une délibération passée? Exemple, dans le précédent mandat. Alors ça dépendra du document en tant que tel, mais concrètement, oui, ce sera possible. Par exemple, sur un marché public qui a été, signé, je ne sais pas, en 2025, qui est encore en cours, qui est passé en délibération, celui-ci reste accessible, pas que pour les élus d'ailleurs, mais pour tous les administrés. Donc, en dehors de certains documents spécifiques qui toucheraient à la vie privée, d'administrés, ou d'agents de la collectivité, au secret industriel et commercial, c'est possible effectivement, oui. Merci Charles-Marie. Question de monsieur Monge. Peut-on imaginer que la majorité proposerait l'intervention d'une seule personne définie par groupe d'opposition et ainsi, de cette disposition, cela ferait taire les autres conseillers de l'opposition? La disposition serait-elle légale? Alors si, dans cette optique, s'il y a un accord total de l'opposition, ça ne me paraît pas interdit en tant que tel, mais disons que c'est un risque de l'inscrire formellement dans le règlement intérieur, puisque rien n'empêche, comme on l'a vu dans les parties précédentes, que quelqu'un de l'opposition crée lui-même son propre groupe d'opposition sur ce point, et dans ce cas, ça limiterait ou ça rendrait nulle cette disposition. Donc concrètement, s'il y a un accord total entre l'opposition d'avoir une sorte de représentant qui parle pour toute l'opposition, pourquoi pas? Mais c'est quelque chose qui, par définition, est fragile dans le temps, puisqu'il suffit qu'il y ait une personne qui dise finalement: «Je ne suis plus d'accord avec ce fonctionnement». Dans ce cas, il faut modifier le règlement intérieur. Donc pratique impossible, assez compliqué à inscrire, formellement dans le règlement intérieur. En tout cas, envisager un avenant, futur qui interviendra probablement, j'imagine. Question de madame Blanchard. Le débat de politique générale concerne-t-il aussi les communes de moins de 1000 habitants? Alors non, ce n'est pas alors, on parle du sujet, j'ai pas entendu, c'est débat de politique générale, oui? Pour, Oui.
Ah oui, Oui. dans ce cas, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est pour toutes les communes, oui. Ouais, je crois que c'est pour toutes les communes. Je peux vérifier ça cet après-midi et la personne pourra appeler, mais je pense que c'est pour toutes les communes, oui. Alors, de toute façon, il y avait une réponse de monsieur Texera sur Légifrance qu'on pourra regarder tout à l'heure. D'accord. Monsieur Delroise, que pensez d'un règlement intérieur qui prévoit que les questions orales doivent être adressées 96 heures, 4 jours ouvrés au moins avant une séance du conseil, n'est-ce pas excessif? Alors 96 heures, donc il y a une jurisprudence qui indique qu'il est possible d'imposer, un envoi, mais 96 heures, effectivement, ça me semble peut-être un peu élevé. Donc j'aurais du mal à répondre, binairement: «Oui, c'est légal, non, c'est illégal», mais disons qu'il y a un risque juridique qui n'est pas forcément nécessaire sur ce point. Parce que 4 jours avant, ça me paraît quand même assez élevé pour se préparer, pour que l'opposition, puisse enfin, pour que la majorité puisse se préparer à répondre à l'opposition. Donc, sans conclure sur la validité légale, en tout cas, il y a un risque juridique, qui serait éventuellement, attaquable par l'opposition. Monsieur Texera, pour information, en commission, j'ai demandé que pour les dossiers antérieurs qui sont toujours en cours, j'ai demandé que le document intérieur soit produit et annexé aux délibérations pour avoir un suivi temporel. Voilà, donc c'est une petite D'accord. remarque pour monsieur Texera. C'est tout pour le moment, je t'invite à continuer. Il est probable que nous débordions un peu sur l'horaire, mais ça n'est pas très, très grave. D'accord, donc on va continuer. Donc merci pour la lecture des questions. Sur le droit d'expression dans les supports de communication extérieure. Donc, 4e partie, comment concilier finalement la communication institutionnelle, de la collectivité avec ce droit à la tribune politique des élus minoritaires. Donc, l'un des éléments ici, à notre sens, c'est de raisonner par contenu plutôt que par support, comme un réflexe finalement important. Donc c'est, de se fonder finalement sur le contenu diffusé en tant que tel, matériellement, plutôt que par la nature purement, matérielle du support, donc le contenu plutôt que le support. Puisque comme vous pouvez le voir, vous avez CGCT qui impose dans les communes de 1000 habitants et plus un espace réservé à l'expression des élus d'opposition, et ce dès lors que la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Donc, on peut s'interroger finalement quels sont les vecteurs visés par cette définition. Eh bien, dans ce cadre, finalement, sont concernés, vous pouvez le voir, bulletin municipal, magazine communal, lettres ouvertes du maire ou publications régulières qui finalement présentent l'action de la collectivité. Donc, on a également des supports, numériques, qui doivent être pleinement intégrés au raisonnement. Donc un site internet communal qui diffuserait des actualités générales sur la gestion locale ou les projets de la ville, eh bien, ceci entre dans le champ d'application du droit d'expression. Qui fait que c'est également le cas pour les réseaux institutionnels, de la collectivité, mais ici, il y a une analyse au cas par cas. Par exemple, une page Facebook, la jurisprudence a indiqué qu'on était bien concerné, qu'il y avait donc bien un droit de réponse, mais une autre jurisprudence, donc elle est un peu ancienne, peut-être qu'elle sera contredite, mais en tout cas, elle indiquait que pour le réseau X, anciennement Twitter, ce n'était pas le cas parce que par définition, le nombre de caractères était trop limité pour qu'il y ait vraiment un droit réel de l'opposition à pouvoir répondre. En tout cas, retenir qu'une page qui relaie de manière régulière des réalisations, des choix politiques ou des projets de l'exécutif pourra être assimilée par le juge à un support d'information générale. Donc, le réflexe finalement, c'est de dresser l'inventaire de tous les supports que vous avez de votre commune ou de votre PCI et d'identifier rigoureusement ce qui appelle l'aménagement d'un espace réservé à l'opposition. Ce qui nous amène à l'organisation de la tribune de cette même opposition. Donc là encore, et on y revient souvent, c'est le règlement intérieur qui fixe, en tout cas pour les communes où il est imposé, les modalités pratiques de l'espace qui est réservé à l'opposition. On parle ici de la périodicité. Est-ce que finalement, par exemple, le magazine communal est publié tous les 3 mois, 6 mois, annuellement? Eh bien, dans ce cas, la périodicité de la tribune de l'opposition sera fixée au regard de ce calendrier de publication. On aura également un nombre de signes
ou de mots qui peut être limité, mais qui ne peut pas être abusif non plus. Un délai de transmission, par exemple, pour l'impression, vous devez l'envoyer X jours avant, pour que l'on ait la pièce pour l'envoyer à l'imprimerie, bien sûr. Ça, c'est possible à condition encore que le délai ne soit pas abusif et un format attendu. Par exemple, est-ce que les photos sont autorisées? Est-ce que c'est compliqué par rapport au format d'impression, heu, qui existe? Ainsi que l'interlocuteur chargé de recevoir les textes, donc quel service de la commune, quel agent pour qu'il n'y ait pas d'oubli, ou pour que le document ne disparaisse pas finalement après l'envoi d'un mail à une personne qui n'était pas concernée. Donc, en pratique, l'espace réservé doit être suffisant au regard des caractéristiques du support, puisque un espace qui serait symbolique, marginal ou concrètement inutilisable, concrètement qui permet 2-3 phrases, c'est bien sûr regardé comme une atteinte au droit d'expression. Donc les règles de plus doivent être neutres et objectives. De quoi parle-t-on ici? C'est qu'elles ne doivent pas varier selon le contenu politique attendu, la virulence de l'opposition ou l'identité de l'élu concerné. Par ailleurs, le droit d'expression qui est attaché aux élus, est attaché aux élus qui n'appartiennent pas à la majorité et donc comme on l'a vu, cette, opposition est fluctuante, changeante durant le mandat, donc il faut une procédure, notamment dans le règlement intérieur, qui permet de gérer les évolutions en cours de mandat, dissidence, changement de groupe, déclaration de non-appartenance à la majorité, puisque l'espace peut en soi augmenter, voire même se réduire, pourquoi pas, sur ce point-là par rapport à ce qui est existant, en avril 2026. Peut-être qu'en mai 2029, ce sera différent, il y aura un nouveau groupe d'opposition, peut-être qu'il n'y en aura plus du tout. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, la sécurisation pratique, finalement, comme conseil effectif, c'est une procédure écrite, bien sûr, dans le règlement intérieur, des échéances prévisibles, par exemple tous les 3 mois avant le 20 du mois, une preuve de réception des tribunes, donc un accusé de réception matérielle ou électronique, et bien sûr une conservation des échanges en cas de contestation sur le contenu de ce qui a été envoyé. Ce qui nous amène aux tribunes, donc celles-ci doivent être protégées au regard de l'expression d'opposition, mais il y a bien des limites, notamment au regard de tout ce qui est responsabilité sur le contenu de l'opposition. Donc c'est une question assez délicate, par nature. Il faut poser, pardon, un principe qui est clair et certain, c'est que la commune et le maire, en pratique, ne peuvent exercer de censure politique préalable sur les textes de l'opposition, au seul motif que ces écrits critiqueraient, même de façon qui serait considérée comme virulente, l'action municipale ou la gestion de la majorité. Donc la liberté d'expression des élus est fortement protégée, mais elle n'est pas absolue. Donc vous avez la loi de la liberté de la presse qui s'applique toujours, et bien sûr les propos diffamatoires, les déclarations manifestement outrageantes, les injures publiques, ceci reste interdit et pénalement répréhensible. Ce qui fait que, puisque le maire est directeur de la publication, eh bien, il doit tout de même exercer une vigilance particulière lorsque le contenu transmis paraît manifestement susceptible d'engager sa responsabilité pénale, puisque le directeur de la publication peut voir engager sa responsabilité sur ce qui a été publié. Donc, ce qui rend finalement un refus de publication théoriquement possible, mais en pratique souvent exceptionnel, pardon, et surtout juridiquement motivé et proportionné. Ça doit être finalement en dernier recours, dans une sorte d'urgence absolue, et ça ne doit surtout pas devenir un instrument de filtrage politique de la critique municipale. Donc c'est vraiment proportionné à la gravité des propos, en sachant que voilà, en période électorale, il y a des, dispositions spécifiques en cadre de l'article L52-1 du code électoral, qui s'appliquent sur ce point. Donc c'était la limite au contenu des tribunes et on aura également un point sur la réponse, de la majorité. Donc, de quoi parle-t-on ici? C'est le fait de privilégier une séparation pour ne pas confondre, expression, de la minorité de l'opposition et celle de la majorité. Concrètement, qu'en est-il du droit de réponse de la majorité face aux attaques de l'opposition? Eh bien, l'expression de la majorité n'est pas interdite en tant que telle en soi, mais ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de réduire la portée ou la visibilité de l'espace réservé à l'opposition.
Donc concrètement, il y a une bonne pratique éditoriale et juridique qui est conseillée, c'est dissocier très clairement les espaces. D'un côté, vous aurez la communication institutionnelle et factuelle de la collectivité. Donc, par exemple, la mairie indique que tel projet est en cours sur la réfaction d'une école, sur la construction d'un stade ou d'une salle de concert. Et à côté, on aura les tribunes politiques ou les espaces d'expression de l'opposition qui seront clairement identifiés comme tels. Par exemple, avec l'intitulé, là, ce n'est pas une obligation, c'est un exemple, le droit de réponse du groupe d'opposition X signé par, alors ça peut être une tribune commune, ou ça peut être signé par quelqu'un spécifiquement de l'opposition qui serait une sorte de leader entre guillemets, mais là il n'y a pas vraiment d'obligation sur ce point. Donc, il faut également savoir que le fait d'insérer une réponse immédiate de la majorité juste en dessous ou à côté d'une tribune d'opposition, et ce dans le même numéro et des conditions de mise en page ou de typographie qui seraient défavorables à l'opposition. Concrètement, réponse de la majorité, 1000 caractères, réponse de la majorité à la réponse de l'opposition, 5000 caractères. Là, il y a clairement un risque contentieux qui serait extrêmement élevé sur ce point, puisque le juge il verrait une rupture d'égalité. Il y a de la jurisprudence sur ce point, et donc il faut éviter il faut ne pas confondre finalement le droit de réponse classique avec le droit d'expression politique des élus au titre du CGCT. Ce sont deux choses différentes. Donc, ce qui fait que si une tribune appelle une réaction de l'équipe majoritaire, eh bien la collectivité doit privilégier une réponse qui est séparée, qui est publiée dans le numéro ultérieur, qui est juridiquement redu et qui est positionné surtout en dehors de l'espace réservé à la minorité. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et on aura là encore une sorte de synthèse de cette partie. C'est, pour clore ce chapitre, les réflexes à retenir sont les suivants. Recenser de manière exhaustive l'ensemble des supports d'information de votre collectivité, qu'ils soient papier comme numérique. Donc voici les exemples, un site internet, lettres d'information, bilan qui sera envoyé de manière postale tous les ans, réseaux sociaux. Ensuite, ce serait de vérifier si le support concerné diffuse bien des informations générales sur la gestion ou sur sur la réalisation du conseil. Ce serait également de prévoir un espace réservé suffisant, stable et défini par le règlement intérieur, et refuser uniquement les contenus manifestement injurieux, la publication qui sera refusée de manière exceptionnelle face à ce type de contenu diffamatoire ou juridiquement risqué au regard du droit civil et du droit pénal, et donc ne pas neutraliser la tribune de l'opposition par une réponse immédiate ou par une présentation visuelle défavorable au sein du même espace sur ce point. Donc, tout ça à garder en tête, sorte de checklist pour éviter tout contentieux et préserver les droits de l'opposition sur ce point. Et je vous écoute pour vos questions s'il y en a. Alors, il y a quelques remarques, donc je vais juste prendre une question. Sur les bilans de mandat, bilan annuel, bilan de mi-mandat, bilan de fin de mandat, produit par un maire ou un président de PCI, y a-t-il de la jurisprudence pour que l'opposition puisse y disposer un droit d'expression? Alors, il y en a effectivement, donc je ne les ai pas sous les yeux, mais je peux tout à fait, s'il y a une question mail cet après-midi ou un appel, on peut tout à fait vous les envoyer par mail avec les références. Ou peut-être que tu peux éventuellement compléter le document sur Oui, ce également, oui. point. Comme ça, je le renvoie et ce sera indiqué Oui, dans le document. oui. Le maire, Madame Di Benetton, le maire peut-il refuser la publication d'une tribune de droit de réponse suite aux propos diffamatoires du maire sur le site internet, les réseaux et en séance du conseil? A publiquement accusé notre groupe de faits graves et nous a également refusé le droit de réponse en séance. Le maire a-t-il le droit d'utiliser le site de la mairie institutionnelle Oui. à des fins politiques contre l'opposition? Alors, de ce que je comprends des éléments, il semble y avoir des irrégularités puisque ça me paraît extrêmement risqué que le maire accuse l'opposition de faits graves sans plus de précision, surtout sur le site internet de la collectivité qui est censé être neutre et institutionnel. À la limite, s'il a des accusations à faire, qu'il le fasse, comment dire, en tant qu'homme politique, avec son parti politique. Mais là, il y a clairement un cloisonnement qui n'est
pas respecté. Donc oui, il y a probablement une anomalie et l'opposition pourrait avoir quelque chose à dire sur ce point. Peut-être Madame Di Benedetto, on vous invite, à appeler le service dans l'après-midi pour qu'on puisse, heu, prendre plus de temps pour vous répondre. C'est ça. Alors pour l'instant, il n'y a plus de questions. Alors, j'ai une dernière partie qui est très rapide, on va peut-être, l'aborder sur ce point. Ce Ah, sont les j'ai peut-être droits. si une Ah oui, dernière vas-y, question. je t'écoute. S'il refuse un article dans les tribunes, faut-il attendre un retour formalisé vers le groupe d'opposition? Si alors j'ai pas forcément compris la question, donc c'est le maire Non, qui peut-être refuse une tribune d'opposition oui, ou? je pense que c'est ça, mais D'accord, sinon, on vous invite à préciser votre question, s'il vous plaît. d'accord. En tout cas, s'il y a un refus, il faut bien indiquer, vu que le refus est censé être exceptionnel, pourquoi il est refusé. Donc par exemple, le principe, propos injurieux, trop risqué pénalement, et cetera. Donc si c'est ce que je pense avoir compris, il y a bien une motivation à avoir, oui. Alors il y a juste une dernière partie qui est très rapide, on va peut-être l'aborder, sur ce point. De toute façon, vous pourrez la retrouver ensuite. Ce sont les voies de droit et les recours de l'opposition. Donc concrètement, je vais pas durer très longtemps, mais vous avez le contrôle de légalité, c'est l'alerte du préfet, donc bien sûr les actes des communes et des EPCI, selon leur qualité, peuvent être transmis aux représentants de l'État. Rien n'empêcherait un élu d'opposition de signaler au préfet une illégalité, supposée sur ce point. Donc en tant que tel, ce n'est pas un pouvoir de déclenchement de déféré préfectoral, ça ne suspend pas l'acte, ça ne saisit pas non plus le tribunal administratif. Ça, c'est déféré préfectoral qui donc est l'exclusivité des services préfectoraux, mais c'est une sorte de droit d'alerte, qui peut être intéressante, sur ce point. On a bien sûr la saisine de la CADA, préalable en matière de documents administratifs, donc ça, c'est quelque chose qui est différent du droit d'accès des conseillers municipaux, mais qui s'applique finalement à tous les administrés, donc y compris les élus. Donc ça permet de remonter en amont finalement, pas pour les délibérations à venir, mais pour des documents qui dateraient de quelques mois, de quelques années. Et si vous considérez notamment qu'il y a un intérêt sur les affaires de la commune d'avoir accès à ces documents ou des doutes sur des décisions passées réalisées, vous pouvez tout à fait saisir la CADA, en cas de refus de l'administration de communiquer un document ou d'avoir gardé le silence pendant plus d'un mois. Donc ça, c'est une possibilité. On a également le recours gracieux, demander à l'auteur lui-même de retirer l'acte en question. S'il y a un refus de communication, s'il y a un règlement intérieur qui est restrictif, une composition irrégulière de commission, et bien dans ce cas, on peut faire un recours gracieux, donc ce serait au maire. On identifie la décision contestée, par exemple, ce serait la délibération, l'article du règlement intérieur, les règles méconnues, et on demande finalement de retirer l'acte ou de le corriger. S'il ne le fait pas, si la discussion, comment dire, amiable de ce recours entre guillemets n'a pas fonctionné, et bien dans ce cas, un recours contentieux reste possible en tant que tel. Et enfin, dernier point, c'est de référé suspension. Donc ce sont dans des cas assez rares, mais techniquement, on peut demander, au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Donc il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Donc ça peut être mobilisé contre un refus d'espace d'expression, contre une composition de commission ou une décision qui empêche l'exercice effectif du mandat. Mais bien sûr, il faut pouvoir prouver l'urgence en tant que telle sur ce point-là. Donc ça peut être une séance imminente, perte irréversible d'un droit, ou de participer utilement à une décision qui est d'importance particulière au regard d'un projet, au regard du budget, et cetera. Donc c'est assez rare, mais c'est possible de le mettre en œuvre sur ce point. Vous trouverez également une checklist finalement sur, quelle est la voie finalement, heu, de recours, heu, pertinente décision locale qui est contestable. Ça peut être contrôle de légalité si vous considérez que l'acte est suffisamment sérieux pour le signaler d'office auprès de la préfecture. Ça peut être bien sûr la CADA en cas de refus que vous considérez abusif pour un document qui est normalement communicable, et éventuellement le référé suspension à condition d'identifier une décision attaquable et qui nécessite une urgence particulière. Donc voilà, ça c'est uniquement en cas d'atteinte
immédiate et on voit qu'il y a des possibilités qui permettent de ne pas tout judiciariser immédiatement, donc saisir la CADA, éventuellement un recours gracieux, mais si pour une raison ou pour une autre, rien ne fonctionne pour des luttes d'opposition, il y a un refus de la majorité, il y a toujours des actions contentieuses qui sont possibles et l'intervention du juge qui est envisageable. Ce qui nous amène à la fin de ce webinaire. Donc là, je ne sais pas si tu veux présenter toi-même, Catherine, ou je m'en occupe, ou si on le fait pour on va le faire rapidement parce qu'on va essayer de respecter l'horaire. Question de Monsieur Delroise. Le signalement d'office à la préfecture évoqué, c'est un simple courrier? Alors oui, ce sera un simple courrier, effectivement, donc au bureau contrôle de l'égalité de la préfecture ou de la sous-préfecture. Vous pouvez indiquer de quelle commune vous êtes, voilà, qui vous êtes. Vous êtes élu du conseil municipal ou du conseil communautaire. Vous avez remarqué telle ou telle anomalie qui vous semble nécessaire et qui vous semble justifier finalement une sorte d'alerte à la préfecture et vous expliquer pourquoi, enfin, quel est le problème selon vous finalement. Alors, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Cher Marie, merci beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de questions. Merci. Et merci des réponses que tu as apportées. Je vais juste vous rappeler donc, que vous avez la possibilité d'accéder au service Rural Consul, donc qui répond à toutes les questions juridiques et financières que vous pouvez vous poser dans la gestion quotidienne de vos collectivités via le numéro de téléphone que vous voyez là sur la slide ou via un formulaire sur le site de la Banque des Territoires. Et rapidement également, vous dire 2 mots sur un nouvel outil que nous avons développé, qui s'appelle Collectif Finance, qui est un outil de modélisation financière. Vous avez le lien sur la page et donc le document, je vous enverrai le document. Donc, n'hésitez pas également à utiliser cet outil qui est également gratuit et pour les communes de moins de 5 000 habitants et les intercommunalités de moins de 50 000 habitants, pardon, nous vous accompagnons pour la prise en main de l'outil et également pour l'interprétation des résultats. Et pour compléter, nous vous appuyons également en matière de commande publique et en matière de recherche de financement. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le service Rural Consult, il est fait pour vous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Charles-Marie, un grand merci. Merci à tous. Vous dire que c'est le dernier webinaire de ce semestre, que le programme des webinaires du second semestre est d'ores et déjà en ligne et vous l'avez un peu comment dire, en prime time et je vous ai envoyé le lien. Et de toute façon, je vous enverrai tous les éléments ainsi que le lien du replay d'ici demain soir. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée et bel été.